sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Neongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Georges qui nous partage son parcours. Georges est ingénieur en système d'information. Pendant 10 ans, il a travaillé dans des domaines du développement de logiciels et de la sécurité web pour des grands groupes tels que AXA, Bouygues Télécom et la Société Générale. Dans cet épisode, il nous explique que malgré sa facilité d'adaptation, sur le sol français, il ne s'est jamais senti aligné. Il nous parle de son retour avec toute sa famille et de la création de son entreprise Faso Compute. Georges, en toute humilité, nous confie sa difficulté à décrocher des contrats sur place et les erreurs faites au début de son parcours d'entrepreneur. Dans un pays où il reste beaucoup à faire selon lui, il est primordial de réfléchir en nous au lieu de je. Aujourd'hui, en fait, on doit plus raisonner mondialement que, localement. Au total, j'ai fait 16 ans, je crois, à l'étranger. Et en réalité, j'ai toujours eu envie de rentrer. Toujours, quasiment toujours. Je sais pas, pour moi, je me suis jamais senti vraiment à l'aise ailleurs qu'en Afrique, on va dire. Et en faisant mes études en France, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je me suis adapté, je me suis pas intégré. Ça, c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est que je me suis adapté, mais je me suis pas intégré. Et donc, je savais que tôt ou tard, j'allais rentrer. Un autre point qui m'a convaincu dans ça, c'est élever des enfants. Pour moi, c'était hors de question de les élever dans un contexte occidental. J'ai toujours aimé les valeurs africaines et je trouve que pour grandir en Afrique, c'est très très intéressant, très enrichissant. Je trouve qu'on est encore à un stade où on est plus humain encore en Afrique qu'en Occident et c'est mieux pour un enfant, pour son épanouissement. Donc voilà. Mais dans mon esprit, je suis toujours été convaincu que il fallait que je rentre. Pour moi, c'était naturel en fait. La question ne se posait même pas vraiment en fait. Voilà. Quelle est la différence? Parce que tu tiens à faire la différence quand même entre l'adaptation et l'intégration. Pour toi, la différence, elle se situe où? Pour moi, l'intégration, c'est un peu une sorte d'assimilation. Ça suppose que tu as épousé une culture jusqu'à un point où tu es capable de vivre et de te conforter à cette culture. Je pense que par notre éducation, par l'ouverture qu'on a eu, on a eu la chance de beaucoup voyager. Par moi-même, à mon multiculturalisme, j'ai cette facilité d'adaptation. Maintenant, l'intégration, c'est autre chose. C'est vraiment, c'est réussir à, entre guillemets, je vais prendre un exemple. Les exemples, c'est toujours parlant. C'est de m'asseoir avec un groupe d'occidentaux, de rire à leurs blagues et de entre guillemets, de me sentir à l'aise. Voilà. Pour moi, c'est ça l'intégration, quelque part. Et pour moi, je me suis jamais assis dans un groupe en Occident, rigoler des blagues, entre guillemets, occidentales, et me sentir à l'aise. Je ris, mais je ris malgré moi. Moi, mes blagues, c'est des blagues africaines. C'est pas des blagues françaises, par exemple. C'est pas que c'est pas rigolo, mais je ne vibre pas. Je ne vibre pas quand c'est pareil pour plein de choses. Ça, c'est vraiment juste un exemple, hein. Mais voilà. Ce n'est pas que je rejette ou que je n'apprécie pas. Mais il y a quelque chose en moi qui fait que je comprends, je regarde des films français. Les bronzés font du ski. Ça me fait rire un peu, mais ça me fait pas éclater de rire comme un Français. Voilà. Je prends des exemples très précis pour vraiment étayer ce que je veux dire. Moi, j'aime les exemples, puis j'aime les détails. Voilà. Et quand on touche à ces termes-là, c'est important, au fait, de les élucider pour qu'on comprenne ce qui se passe derrière. C'est pour ça que je te pose la question. Dans le même style, c'est que j'ai rencontré beaucoup d'étudiants sénégalais et quand je leur disais que j'étais burkinabé, ils me disaient, les Bobo Diouf. Et bizarrement, automatiquement, ils se sentaient
cette série télé, les Bobodouf, en fait, eux, ils s'y reconnaissaient et c'est quelque chose qui leur faisait vraiment rire. Et en fait, c'est ça, en fait, pour moi, se sentir vraiment appartenir à quelque chose, à une culture. Et c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je prends l'exemple des bronzés font du ski parce que quand tu arrives en France, par exemple, première des choses, c'est que la majorité des Français disent t'as pas regardé les bronzés font du ski. Parce que pour eux, c'est tellement culte ce film. Alors que bon, pour nous, on s'y reconnaît pas. Déjà, enfin, rien que la neige, rien que, ou même, enfin, tout ce genre de film, l'humour franco-française, elle est intéressante, certes, mais bon, ça reste une culture, ça reste autre chose pour moi. Et c'est très intéressant, c'est bien de connaître ça, d'apprendre ça, mais s'identifier à un point de dire, je suis intégré, je suis assimilé, là, c'est autre chose. Et la réalité, c'est que là-bas, en Europe, on te rappelle toujours que tu n'es pas intégré. On te le fait comprendre d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le milieu professionnel, tu as le plafond de verre, que ce soit dans tous les domaines, on te rappelle que tu n'es pas chez toi, entre guillemets. Donc ça joue aussi, ça joue. Je reviens sur un point que tu as soulevé. Tu as parlé du fait que tu sois multiculturel. Tu es issu d'un métissage, tu es libanais par ton père et tu es burkinabé par ta mère. Ton père qui, lui, finalement, s'est intégré complètement au Burkina, ou bien il s'est pas assimilé. Il s'est assimilé ou il s'est intégré finalement, lui? Lui, c'est les deux, hein. Mais bon, son histoire est différente aussi. Donc, il est arrivé au Burkina, il avait 4 ans. Il a fait l'école primaire, il a fait l'école burkinabé. Il a vraiment tout fait, entre guillemets, à la burkinabé. Il a grandi, tous ses amis sont burkinabés. Donc, à part sa couleur de peau, voilà, il parle les langues locales, il parle, c'est impossible de lui dire que le Burkina, c'est pas chez lui, quoi. Donc, depuis les années 65, il vit au Burkina. Donc, forcément, lui, son cas est différent. Bien sûr, il renie pas ses origines, voilà. Et il est fier d'être libanais aussi, mais quand tu le rencontres, pour ceux qui le connaissent pas, ben la première chose qui frappe, c'est tu lui donnes d'où il parle, tu as l'impression que tu parles entre guillemets à un noir, quoi. Voilà. Et pour moi, ça c'est différent. Pour moi, lui, il est intégré, il est assimilé complètement. Et ce serait facile de généraliser. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis parti en France à l'âge de 18 ans, on va dire, à peu près, pour étudier. L'objectif, c'était étudier d'abord. Et donc, après ça, j'ai voulu avoir une expérience à l'étranger, donc j'ai travaillé à l'étranger aussi, toujours en France et dans d'autres pays. En réalité, je pense que le parcours de tout un chacun est différent et ce qu'on recherche aussi est différent. Donc, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte et il y a aussi les opportunités. À un moment donné, si certaines opportunités se présentent à toi, quel que soit le pays, bon, tu vas y aller, je pense, voilà. Après, comme tu dis, il y a une question de choix aussi. Donc, quand je te donne l'exemple d'élever des enfants dans un certain contexte, ça aussi, ça joue. Donc, à un moment donné, tu fais un choix par rapport à tes envies, par rapport à la réalité. Donc, c'est tout un ensemble de paramètres qui fait que on va faire un choix en fait. Et derrière, on va s'adapter simplement. Donc, ça dépend. Ça dépend. Moi, je ne suis pas au stade où je rejette justement. Comme je disais, je m'adapte facilement. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Pour donner un contre-exemple, c'est que si par exemple j'ai une opportunité, que ce soit en France ou ailleurs en Occident, mais qui correspond vraiment à quelque chose que je recherche absolument sur le plan professionnel, je suis prêt à prendre le risque de repartir. Voilà. J'accorde beaucoup d'importance à la famille, on va dire, et mes enfants, j'ai toujours voulu qu'ils grandissent dans un cadre le meilleur possible. Peut-être parce que j'ai eu cette chance moi ici, donc j'ai toujours voulu ça. Et j'ai eu la malchance d'avoir mon premier fils à Paris. Donc, je dis c'est une malchance parce que pour moi Paris c'est pas une ville pour élever des enfants. Au bout de quelques années, ça m'a encore poussé plus à partir de Paris, partir de la France pour le coup. Voilà. Donc pour d'autres raisons aussi, hein, mais j'aurais pu aller en province par exemple m'installer si c'était une vie de famille que je recherchais, mais je voulais plus personnellement. Voilà, il y a tout un ensemble d'éléments qui m'ont poussé à faire le choix que j'ai fait. C'est un choix de vie.
surtout quand on s'est habitué à la vie en Europe, aux opportunités, etc. C'est pas évident de retourner en Afrique, surtout selon les opportunités aussi. C'est toujours une question d'opportunité aussi souvent, parce qu'il faut bien vivre, faut bien se nourrir, faut bien trouver un boulot ou entreprendre. Enfin, voilà, quelque chose. Donc globalement, c'est pas évident, mais tout est question de choix au final. C'est d'abord une question de volonté, comme tu dis. Comment tu te prépares déjà au retour? Ça prend combien de temps cette préparation-là? Et quand tu arrives, est-ce que c'est comme tu avais rêvé? En toute honnêteté, en fait, ce qu'on rêve, quelque part, c'est quelque chose qu'on a en soi. Donc, au moins à 50%, j'ai toujours eu ce rêve toujours en tête. Et quelle que soit la difficulté, en fait, ou la désillusion, parce qu'il y a une vraie désillusion, du moment que tu es dans ton rêve, en fait, ça se passe plus ou moins bien. Tu arrives à surmonter le reste. Donc, j'ai envie de dire, le choix de retourner en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, c'est quelque chose que j'avais toujours assumé et j'étais prêt à tout pour ça. Voilà, pour la petite histoire, quand je suis rentré, j'avais mon premier fils, et j'avais même pas encore loué une maison. On dormait à même le sol dans la maison. Enfin, je veux dire, on était vraiment en mode aventure entre guillemets. Au début, je travaillais, mes premières missions, je travaillais à même le sol. Mon ordinateur était posé par terre, mes serveurs, j'ai même des photos. Mon fils qui dormait par terre, j'avais pas encore de matelas. Comme on dit, l'important, c'est le voyage, c'est pas la destination. Donc, il y a ça. Maintenant, il faut se dire une chose. Après un certain temps passé en Europe, l'Afrique bouge. Et ça bouge vraiment, vraiment. Et c'est très paradoxal. On pourrait se dire que ça bouge pas ou ça n'avance pas vite, mais en réalité, ça bouge. C'est juste que ça ne se voit pas comme ça facilement. Tu viens en vacances, tu le sentiras pas forcément. Mais il y a une nouvelle génération qui veut changer, qui veut bouger. Je prends le cas du Burkina en particulier. C'est un pays où il faut se le dire, on est en retard par rapport à d'autres pays. Pas en retard qu'on n'avance pas, mais en retard sur notre évolution. On est un peu lent, entre guillemets, à la détente, pour diverses raisons qui s'expliquent, et c'est pas forcément bien ou mal. Maintenant, quand on rentre, je pense que la plus grosse désillusion, c'est sur la partie professionnelle. Et là, d'expérience, et de tous ceux qui ont des expériences ici, qui ont fait ce choix de retourner, je peux dire que c'est là où on a le plus grand choc. Parce que le côté famille, ça va, on se retrouve plus ou moins. Il y a les choses qui ont changé, c'est plus comme avant, mais on se retrouve quand même. Côté culturel, tout ça. Mais côté boulot, c'est autre chose. D'abord, quand tu rentres, tu as deux choix. Soit tu rentres pour entreprendre, soit tu rentres pour travailler. Et parce que tu as eu un contrat où tu cherches du boulot. Donc, si jamais tu fais le choix de rentrer et pour chercher ici, ça, c'est, entre guillemets, c'est le choix le plus risqué. Parce que ici, c'est pas évident de décrocher un boulot, quelles que soient les compétences que tu as, à moins que tout est préparé à l'avance, entre guillemets. Tu as eu le temps de faire des entretiens à distance, tu as eu la confirmation, tu as signé le contrat. Et ça, c'est juste le début du boulot, parce que le pendant du boulot, c'est autre chose aussi. Il faut se réhabituer au rythme ici, à la façon de travailler des gens. Voilà. Maintenant, quand tu rentres pour entreprendre, là, c'est la plus grosse désillusion aussi. Plus grosse, parce que la réalité est tout autre, vraiment tout autre. Et c'est à la fois ce qui rend ça intéressant. Mais c'est très dur. Et il faut vraiment s'approcher, idéalement avoir de la réserve, supporter un certain temps. Ça, on pourra en parler pendant vraiment longtemps, mais je pense que la plus grosse désillusion, c'est cette partie-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a des désillusions quand on rentre? Tu dois avoir, si tu me dis que tu as fait 16 ans à l'extérieur, tu dois avoir minimum 10 ans d'expérience professionnelle. Donc, on ne claque pas 10 ans d'expérience professionnelle comme ça et puis on s'en va. Je suis sûre que tu avais un plan. Mais quand tu arrives, qu'est-ce qui fait que ce plan-là ne fonctionne pas, mis à part le fait que tu arrives sur un terrain que tu ne connais plus? Alors, la première désillusion, c'est que d'abord, tu penses que tes compétences et ton expérience ont de la valeur.
ce qui est vrai à moins de 30% ici en Afrique, ici au Burkina en particulier. Je parlais de l'Afrique de l'Ouest en particulier. C'est très bizarre, mais ici au Burkina, on s'en fout complètement de tes compétences et de ton expérience. Ah ouais? C'est malheureusement une réalité qui est toujours d'actualité. Quand tu rentres pour entreprendre, ça veut dire que à un moment donné, tu vas vendre des services ou des produits. On est dans une société ici où les gens sont très consommateurs de produits plus que de services, on va dire. Ça n'a rien à voir, mais c'est une réalité. Les gens sont très accros, voilà, au matériel, les voitures, les téléphones, etc. Donc, si tu fais du commerce, c'est pas tout à fait pareil. Tu peux trouver plus facilement un filon et t'en sortir en guillemets. Mais tu vas rencontrer des soucis habituels. On est dans un pays où les contrats ne se décrochent pas parce que tu as le meilleur dossier. Malheureusement, c'est une réalité. Les contrats se décrochent parce qu'on te connaît. Et pour qu'on te connaisse, il faut que tu sois là. Donc, si tu débarques, même si tu as 30 ans d'expérience à l'étranger, même si tu es le meilleur, on sait que tu as fait, je sais pas quelle école, quel machin, HEC, tout ce que tu veux. Tu débarques avec la meilleure équipe au monde, eh bien, on ne te prendra pas. Premièrement, parce qu'on ne te connaît pas. Et ça, je te parle dans le meilleur des cas. Ici, on a besoin de te connaître. On a besoin de savoir, un tel te connaisse. OK, il a fait quoi? OK. Est-ce qu'on a besoin de te connaître ou on en a besoin de savoir qui t'envoie? On a besoin de te connaître. Qui t'envoie, c'est autre chose. C'est pas, non, on a surtout besoin de te connaître. Il faut qu'on sache que, avec toi, on peut discuter à l'africaine. Moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre après un certain temps. C'est-à-dire que on a des a priori sur ceux qui vont à l'étranger, la diaspora. On a une étiquette et qui est réelle, en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes de la diaspora qui sont rentrées et qui n'ont pas fait l'effort de se réadapter, en guillemets. Quand on dit se réadapter, c'est pas forcément revenir comme avant ou baisser sa vision sa perception des choses, mais il faut un minimum d'adaptation. Sinon, les gens, en fait, tu peux pas travailler avec eux. Parce que ici, tout le monde travaille d'une certaine façon. Tu peux pas débarquer avec des méthodes disruptives pour perturber le fonctionnement des gens. Ça, je pense que c'est un des défis que les gens ont quand ils rentrent. Parce que ils rentrent, ils trouvent que c'est trop lent, ils trouvent qu'il y a trop de paperasse, ils trouvent que voilà, il faut faire. Ils sont tellement habitués au fonctionnement à l'européenne, entre guillemets, que c'est difficile de se réadapter à ce niveau-là. Mais une fois que tu arrives à passer ce cap, ça commence à aller. Et comme je disais après, pour avoir des contrats, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut te refaire, en fait. Il faut remettre ton vêtement burkinabé, ton vêtement africain. Et c'est là où ça devient intéressant parce que tu as maintenant tes compétences et ton bagage. Et tu le fais passer via ton travail en faisant un travail de qualité. Et une chose qui est intéressante, c'est que plus on avance dans le temps, plus les gens sont à la recherche de la qualité. Par contre, ils veulent pas payer le prix fort, mais ça est en train de changer tout doucement. Mais au moins, une fois que tu arrives à, entre guillemets, rentrer dans le circuit, tu as plus de facilité. Peut-être que parce que moi, j'ai une vision, je vois les choses en bien toujours. Ce que je dis, c'est peut-être les quelques petites réussites, mais c'est vrai que la plupart du temps, on est plus dans l'échec que dans la réussite par rapport à l'obtention de contrats, par rapport voilà. Mais voilà, c'est une question c'est un changement en profondeur qu'il faut faire parce que quand je vois dans mon domaine qui est l'informatique, je pense que le Burkina, sans te mentir, en tout cas les 10 derniers, on est dedans, dans le monde. Et donc, j'estime qu'on doit trop de choses à faire en informatique. Dans tous les domaines annexes, il y a un gros travail d'informatisation à faire. Et donc, je sais qu'il y a du boulot, je sais qu'il y a des choses à faire. Moi, je sais les faire, mais si on me donne pas l'opportunité, je ne peux pas les faire. Mais ici, il faut pas attendre qu'on te donne l'opportunité, il faut aller chercher les opportunités. C'est ça qui est difficile. Mais je pense que, comme on dit, c'est une question de volonté. Il n'y a pas un système qu'on ne peut pas déverrouiller. Il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas surmonter. Et l'entrepreneuriat ici, c'est vraiment 3 à 4 fois plus difficile
Parce qu'avant de rentrer, j'ai créé une société en France où voilà, on a plus de facilité dans certains pays où il y a souvent des élans d'aide, il y a beaucoup d'aide, il y a des facilitations. Ici, c'est pas le cas. Ça a tendance à changer, mais c'est pas le cas. Mais c'est très intéressant. C'est autre chose. C'est autre chose. Combien de temps il t'a fallu pour décrocher ton premier contrat? Alors, avant de rentrer, comme on dit, on prend des mesures de sécurité. Donc, ma première mesure de sécurité que j'ai fait, c'est que j'ai économisé de l'argent. Parce que je me suis dit que si jamais j'ai pas de contrat, il va falloir que je vive et que je survive. Et moi, j'ai fait un choix que très peu de gens font. C'est que je suis rentré avec ma femme et mon premier fils. On est rentrés tous en même temps le même jour, sans boulot, aucun boulot. Moi, j'ai pris le risque parce que j'avais 3 promesses de contrat avant de rentrer. Parce que pour la petite histoire, j'avais créé ma société avant de rentrer définitivement ici au Burkina. Eh bien, ma première grosse désillusion, c'est que sur les 3 contrats, les promesses qui étaient censées pouvoir me faire vivre ou tenir au moins une année, en fait, il n'y a aucun de ces contrats qui s'est concrétisé. Wow. Le premier contrat que j'ai eu, j'ai atterri ici le 1er novembre 2017. J'ai eu mon premier contrat le 1er novembre 2018. 1 an jour pour jour. J'ai signé vraiment mon tout premier contrat 1 an plus tard. Donc ça, c'est pour te dire que pendant une année, ça a été très, très, très difficile. Et j'ai vécu avec mes économies uniquement pendant cette première année. Et ma femme ne travaillait pas parce qu'elle attendait en plus notre deuxième. Donc, déjà les 3 premiers mois, tu tiens, mais au bout de 6 mois, quand tu es dans cette situation, tu penses qu'à une chose, c'est de retourner ou de partir ailleurs. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment un parcours qui nécessite beaucoup, une grande volonté. Il faut vraiment croire, faut vraiment y croire. Au bout de combien de temps, en fait, ton entreprise a été rentable? Mon entreprise, aujourd'hui, a à peu près 5-6 ans. Je dirais que elle a commencé à être rentable au bout de 3 ans. D'accord? Maintenant, moi, je dirais que je suis même pas encore rentable en tant que tel parce que pour moi, j'estime que tant que je n'automatise pas certaines tâches ou certaines choses, ce n'est pas encore rentable. Parce que ici au Burkina, on a un souci, c'est que on ne peut pas déléguer. Un gros problème au Burkina, c'est qu'on ne peut pas déléguer. C'est valable dans les sociétés, en même temps que salarié, c'est valable. Quand tu es chef ici, tu fais tout. C'est un gros problème au Burkina. Les gens ne sont pas consciencieux au travail, malheureusement. Ils pensent qu'à toucher leur argent très souvent. Ou au pire, à un moment donné, il va chercher à faire la même chose que toi, pour te concurrencer. On ne sait pas travailler tous ensemble pour grandir ensemble, être gros ensemble. C'est un des gros problèmes du Burkina Faso. Ils préfèrent dire que c'est moi qui ai cette société, c'est moi qui suis le meilleur dans la vente, c'est le meilleur vendeur, plutôt que de dire associons-nous, travaillons ensemble pour gagner plus, pour être plus grand, pouvoir attaquer des marchés plus gros internationaux. Donc aujourd'hui, quand tu es chef d'entreprise au Burkina, tu fais tout, même quand tu as des salariés pour l'instant. Ce qui fait qu'on est beaucoup en retard. Donc quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas atteint le stade où ton équipe sait travailler sans toi, et pour moi, c'est que tu n'es pas encore rentable, quoi. C'est pas intéressant. Moi, je passe des nuits blanches souvent pour revoir ce que certains de mes développeurs ont fait. Ça, c'est dommage, quoi. Moi, j'estime que je serai rentable le jour que j'arrive à ce niveau-là, avoir une équipe vraiment autonome et des gens qui ont un état d'esprit grandissant. Je vais revenir un peu sur la partie préparation. Parce que oui, toi, tu rentres avec femme et enfant. Donc, la femme, certainement qu'elle a quitté, elle aussi, son travail en France. Oui. Comment se prend cette décision-là? Alors, premièrement, c'était pas facile parce que ma femme, qui est pourtant burkinabé, qui aussi avait une carrière là-bas, hein, qui montait, donc avec ça c'est pas évident. Donc, mon premier retour qui a foiré, entre guillemets, c'était 2 ans avant, où là, on s'était préparé aussi, mais bon, moi, j'étais prêt, ma femme ne l'était pas. Moi, j'étais prêt depuis bien plus longtemps parce que moi, j'ai toujours voulu rentrer plus qu'elle. Mais voilà, le fait qu'elle ait besoin de monter au niveau de sa carrière, voilà, ça joue. Ensuite, elle m'a convaincu de rester encore un peu pour économiser un peu plus, pour pouvoir rentrer plus à l'aise. Et avec du recul, je pense qu'elle a eu raison.
il y a eu un concours de circonstances. Premièrement, c'était le fait qu'on vive à Paris en particulier. À Paris, on ne vit pas, on survit. Voilà, ceux qui disent qu'ils vivent à Paris, c'est soit ils ont toujours grandi là-bas, soit c'est parce qu'ils habitent à Caen ou à une ville à côté où tous les week-ends, ils ont la chance de rentrer voir leurs parents. Quand tu es comme nous à Paris, où tu n'as pas de famille, où tu n'as personne, où tu vis en appartement, où ton voisin vient se plaindre tout le temps que ton fils fait du bruit, on ne vit pas à Paris, on survit, où il pleut tout le temps. Bref, le vrai Paris que les gens ne disent pas, pour moi, c'est ça. C'est pas une vie, c'est une survie. Tu dépenses, tu payes des impôts, tu as beau être bien payé, tout ton argent repart dans. À un moment donné, tu te rends compte que tu n'es pas à l'aise, en fait. Tu te sens pas bien. Tu es dans une routine et qui est pas intéressante. Donc, du coup, à un moment donné, ben, juste une seule envie, c'est d'arrêter d'avoir peur en ouvrant ta boîte aux lettres, de voir une Marianne sur une enveloppe pour te disant que tu dois payer 9 000 € d'impôts. Ce stress permanent dans ce pays-là, où tu as des taxes dans tous les sens, tu sais même pas pourquoi il faut payer. Tu as tout qui augmente, même le loyer chaque année qui augmente, les taxes d'habitation, les taxes de... On est dans un système, je dis pas qu'il n'y a pas des avantages, mais les désavantages sont lourds à un moment donné, surtout à Paris, où au niveau boulot aussi, c'est assez prenant, assez fatigant. Quand on a un enfant, moi j'ai fait 2 ans, j'ai pas eu une place en crèche pour mon fils. J'étais obligé de trouver une dame qui habite à côté pour le placer. Voilà, et tout ça, ça joue. C'était pas évident. Donc à un moment donné, on dit bon, il faut qu'on trouve une solution pour mieux vivre et que notre enfant grandisse dans un environnement plus épanoui. Et c'est là où la balance commence à peser. Et surtout la famille. Moi, j'avais besoin que mes enfants voient leurs grands-parents souvent. Et comme il se trouve que tous nos grands-parents vivent au Burkina, ça a beaucoup aidé aussi. Parce que j'avais besoin que mes enfants voient la famille, de la famille. J'ai de la famille en France, hein, j'ai ma sœur et mon frère, mais c'est pas pareil. Et on se voit pas tout le temps parce que le rythme du travail fait que voilà, c'est pas évident. Mais voilà, tout ce contexte fait qu'à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années, je pense que ça vient avec le temps aussi. Parce que quand on n'avait pas d'enfants, c'était intéressant, entre guillemets, on croquait la vie à plein temps, on travaillait, on voulait acquérir de l'expérience. On a pensé à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est peut-être la vie en appartement qui nous fatigue. On dit, on va chercher une maison un peu dans une banlieue, s'installer, avoir une vie un peu, entre guillemets, avec un petit jardin, tout ça. On a essayé de visiter, mais en fait, on se rend vite compte que c'est pas mieux. D'abord parce que plus tu t'éloignes de Paris, plus c'est difficile d'aller au boulot. Tu perds 2 heures le matin, 2 heures le soir dans le transport. Le problème, c'est que même là où tu vas t'installer, au moment que tu as la peau un peu foncée et que tout autour de toi, il y a que des blancs, on te rappelle toujours que tu n'es pas chez toi, d'une manière ou d'une autre. On te le dit pas ouvertement, mais tu le sens. Et les gens n'en parlent pas. On te dit, mais non, il n'y a pas de souci, on vit bien ensemble. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On te le rappelle tout le temps. Rien que le regard, tu le sens. Rien que la façon d'amener les choses, tu le vois. Ça, c'est pareil dans le travail, c'est pareil dans la vie commune, c'est pareil quand tu vas au petit marché de la place, c'est pareil. À un moment donné, tu te sens pas chez toi. Tu marches, moi, quand je marchais dans les rues de Paris, bon, Paris encore, ça va parce que tu vois beaucoup d'étrangers, mais en fait, tu as l'impression que, je sais pas comment expliquer. Le sol sur lequel tu marches, ton corps n'est pas en harmonie avec ce sol. Moi, quand j'atterris à l'aéroport de Ouaga, le premier pied que je pose sur le sol à l'aéroport à Ouaga, j'ai l'impression que tout mon système se met en marche. Et ça, je peux pas expliquer à quelqu'un. Il fait chaud, il y a la poussière, tout ce que tu veux, mais je me sens bien. Je me sens chez moi. Je me sens à l'aise. Je vois le monde différemment. Ça, je peux pas l'expliquer à quelqu'un. Et ça, moi, j'avais besoin de ça, personnellement. Mais ta femme, comment t'arrives? Bon, finalement, t'as expliqué qu'il y a l'enfant qui vient, ça rend les choses un peu plus compliquées, elle commence à fléchir un peu, mais comment elle arrive à passer le cap? Alors, comment dire, c'est pas évident parce qu'il y a des moments où c'est elle elle a craqué, il y a des moments c'est moi qui craquais parce que à un moment donné, il y a une réalité. Quand tu as des enfants à charge, tu dois payer leur école, tu dois les mettre à l'aise. Quand tu vois que tu n'arrives pas à assurer, surtout quand tu entreprends, pour moi, c'est très, très, très difficile moralement. Il faut être vraiment fort. Il y a des moments où tu craques complètement parce que j'ai fait souvent 3-4 mois
sans rien. C'est-à-dire que même pas, j'ai pas 1000 francs qui est rentré dans mon activité. Et là, c'est pas évident. Parce que là, tu commences à craquer vraiment. Tu te dis, bon, j'étais en France, je touchais 5 000 euros par mois, j'étais très bien payé, j'avais plein d'opportunités pour évoluer. Et là, je viens dans un pays où je suis hyper compétent. Il y a personne qui me propose ne serait-ce qu'un petit truc alors qu'il y a plein de choses à faire. On peut facilement basculer du côté obscur et se dire que vraiment c'est la merde, quoi. Mais il y a une chose qui nous a toujours aidé, c'est de voir nos enfants heureux ici. Le matin, tu vois tes enfants qui rient tout le temps, qui sont heureux d'être par terre, de jouer dans le sable, d'avoir plus d'espace, et même à l'école, ça n'a pas de prix, ça. À un moment donné, que ce soit moi ou ma femme, quand on voyait nos enfants, on s'est dit non, c'est impossible qu'on retourne dans un appartement à Paris ou je sais pas où. Impossible. Ce côté où les enfants sont épanouis et heureux, ça n'a pas de prix. Moi, je dis bon, écoute, franchement, quand je vois mes enfants comme ça, mais je suis prêt à faire tous les sacrifices, mais je veux que mes enfants restent comme ça dans cet état-là, heureux d'être là où ils sont, heureux de voir leurs grands-parents souvent, heureux à l'école. Ça n'a pas de prix pour moi. Et qu'est-ce qui te manque de la France aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui me manque, alors je dirais pas de la France en particulier, mais peut-être un peu du côté occidental, c'est le sérieux au travail et l'ambition. Ici, moi qui entreprends, où j'emploie des gens, c'est dommage, mais on est dans un pays où les gens n'ont pas beaucoup d'ambition, n'ont pas de rêve. Et moi, je suis dans un domaine qui évolue en permanence en informatique. Et quand je vois l'évolution des technologies et je vois tout ce que les autres pays sont en train de faire, comment les gens travaillent, même les plus jeunes, ils bossent. Ici, on est tellement en retard par rapport à ça. Et quand je vois les jeunes qui veulent pas s'améliorer, ils veulent juste entre guillemets avoir de quoi boire la bière le soir, avoir une petite maison et c'est tout. Je trouve ça dommage. Ça, c'est pas moi, ça me manque pas, mais je trouve ça dommage de voir que les jeunes n'ont pas d'ambition ici. Mais je les comprends en même temps parce qu'on leur donne pas le moyen de rêver aussi, très souvent malheureusement. Mais ça, je trouve ça dommage. Ça me manque de voir que voilà, le sérieux au travail, le fait de voir des projets aboutir. Ici, c'est malheureusement, on n'est pas encore à ce stade-là. Et c'est dommage parce qu'on pourrait aller très, très loin et faire évoluer les choses beaucoup plus rapidement. On va dire un environnement challengeant, peut-être, professionnellement. Oui, c'est ça, je pense. Est-ce qu'il y a un aspect facile dans l'entrepreneuriat au Burkina? Je pense que quel que soit le pays, en fait, c'est toujours difficile d'entreprendre. Après, il y a des efforts qui sont faits même au niveau étatique. Par exemple, avant, pour créer une entreprise, c'était très difficile. Il fallait passer par des espèces de courtiers ou même, voilà. Aujourd'hui, tu peux créer ton entreprise en ligne directement ici au Burkina et avoir tes documents en moins d'une semaine. Ça, c'est possible. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens et ça, c'est bien. Beaucoup d'initiatives arrivent et sont déjà arrivées. Il y a tout ce qui est levée de fonds, il y a des programmes. Ici au Burkina, par exemple, il y a un programme qui s'appelle le Burkina Startup qui permet en fait tu soumissionnes avec ton projet d'entrepreneuriat et tu peux lever jusqu'à 50 millions pour te permettre de démarrer avec un accompagnement. Tu as des structures qui font de l'accompagnement et tu as aussi une diaspora, des gens comme nous qui rentrent avec des idées, des programmes. Moi-même, je fais partie d'une association qui s'appelle Burkina Action. On a créé un réseau justement de Burkinabés pour faciliter justement le réseautage et permettre aux gens, en tout cas, de faciliter cette intégration-là. Et au final, c'est souvent ça qui manque, c'est que le Burkinabé, c'est très paradoxal, hein, on a une soixantaine d'ethnies, mais le Burkinabé est très réservé. Donc, tu rentres, tu as des produits ou des services que tu peux vendre. Et en fait, tu as 5 voisins qui peuvent t'aider, sauf que ils vont pas le faire comme ça spontanément ou pas. Parce que, et aussi, c'est une question de réseautage. Donc, on s'est dit qu'en développant le réseautage, ça va développer un peu, ouvrir un peu ce côté-là qui nous bloque ici au Burkina et permettre aux gens de facilement trouver des marchés, etc. Voilà. Donc,
il y a des choses qui se font. Il y a un élan, une dynamique, surtout au niveau des jeunes de la classe moyenne qui a tendance à changer, à faire évoluer les choses. Beaucoup de gens sont sortis, ils sont rentrés, ils essayent de faire changer les choses dans ce sens-là. Donc, globalement, il y a des efforts qui sont faits, c'est pas assez, c'est sûr, mais c'est en cours. Il faudrait qu'on continue dans ce sens, en fait. Parce qu'il y a vraiment tout à faire. Et moi, je dis toujours qu'il faut laisser quelque chose à nos enfants. Et ça, c'est notre devoir. Moi, j'estime que je dois balayer devant chez moi pour que mon fils, en sortant, trouve ça beau, qu'il a envie de continuer à construire ce pays-là. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on a beau aller. Je vois plein de Burkinabés qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, qui veulent plus rentrer. Quand tu discutes avec eux, c'est toujours la même chose. Ils ont beau être bien là-bas, il leur manque quelque chose. Ils savent qu'ils sont pas chez eux. Ils savent qu'au fond d'eux, il y a une pierre qui manque à l'édifice. Et cette pierre, c'est ça. Il faut faire quelque chose dans ton pays. Et notre pays en a grandement besoin, vraiment. Et il y a vraiment de la place pour ça. C'est vrai que c'est dur, mais tant que notre génération ne fait pas sa part du travail en changeant les choses pour encore rendre plus facile pour nos enfants, personne ne le fera pour nous et on laissera rien à nos enfants. Dans ce que tu viens de dire, je viens d'entendre plusieurs choses. Il y a deux qui ont retenu mon attention. Tu parles d'un nous. Quand tu as pu te réadapter, mais comment on fait? Il faut raisonner en nous. Le discours, on se rend pas compte en fait. On le dit sans s'en rendre compte. C'est un lapsus qui est très révélateur, qu'on entend très souvent. Bien un peu genre donneur de leçons ou on va vous apporter quelque chose. Il faut pas croire ça. Il faut changer ce mindset déjà, même si souvent ça se vérifie. Ça ne se vérifie pas toujours. Par exemple, moi, dans mon domaine, je suis allé loin, je suis très passionné dans ce que je fais. Mais il y a des gens très qualifiés qui sont là. J'ai même un ami personnel qui a fait toutes ses études ici au Burkina, qui est aussi qualifié que moi. Il est juste passionné par ce qu'il fait. Il n'a pas eu certaines facilités que j'estime avoir eues à l'étranger, dans mon domaine en particulier, qui est beaucoup plus développé ailleurs qu'ici. Mais il s'est auto-formé, il s'est battu et aujourd'hui, il est très bon dans ce qu'il fait. Et il m'a donné des exemples où on leur a envoyé des consultants, justement, des jeunes Français pour venir piloter des projets qui étaient 7 fois moins qualifiés que lui, qui étaient 10 fois mieux payés que lui. Donc, vous voyez, ça joue aussi et c'est pas intéressant. Je pense qu'il faut en fait, c'est difficile, mais je pense que c'est mon avis, c'est à nous qui sommes ici, qui sommes allés à l'étranger et revenus, c'est à nous de montrer que ce qu'on essaie de faire, c'est de le faire pour le bien de tous, tout simplement. Et essayer de partir de là où les gens sont et faire monter. Et pas d'arriver avec quelque chose venu de l'extérieur pour, entre guillemets, pas forcer, mais inculquer ça aux gens. Ça ne marche pas. Je prends mon exemple personnellement. J'ai travaillé sur des technologies qu'on étudie. On n'étudie même pas encore ici dans les écoles. C'est dommage, mais c'est difficile d'arriver et de forcer les gens à utiliser un truc qu'ils n'ont jamais utilisé. Il faut partir de eux, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Et les amener et leur démontrer que ce que tu vas faire toi ou que tu proposes est meilleur. Et ça, c'est un travail qui est doublement difficile parce qu'en dehors du travail lui-même, il faut réussir à convaincre les gens que ce que tu es en train de faire marche et marchera et s'adaptera au contexte mondial d'aujourd'hui. Et c'est tout ça qui rend la chose difficile. Il faut essayer de comprendre les gens, en fait, simplement. Il faut les comprendre parce que s'ils sont là où ils sont, c'est pas pour rien, en fait. Et c'est souvent pas de leur faute. Donc, il faut arriver avec un mindset très, très millimétré. Ne pas oublier qu'on veut faire évoluer les choses, hein, ça c'est clair. Non, mais il y a une façon de transmettre ça, il y a une façon d'inculquer ça. Et ça, je pense que les mieux placés pour le faire, c'est la diaspora. Sauf que malheureusement, la plupart du temps, ils le font pas de la bonne manière. Voilà, ils sont malheureusement, très souvent, ils ont tellement duré à l'étranger et qui se sont tellement intégrés et qui se sont pas adaptés comme moi. Quand ils reviennent, on a l'impression d'entendre des Occidentaux nous parler. Et ça c'est pas bon. Parce que ça crée
ça crée une désynchronisation avec les gens d'ici. Et ça nous fait pas forcément avancer, alors que au final, on veut tous avancer. Les gens d'ici, les locaux comme la diaspora. Donc, il faut réussir à trouver un terrain d'entente. C'est ce qu'on essaye de faire, hein, que ce soit avec Burkina Action ou même moi personnellement. Expliquer aux gens pourquoi j'utilise telle technologie, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on passe à ça, l'importance que ça a. Il faut le démontrer sur le terrain. Il faut pas juste parler, il faut le faire. Beaucoup de Burkinabés ne font que parler. Et ça, c'est pas bon. Ils viennent avec des grands mots, ils expliquent comment les choses doivent tourner. Oui, par exemple, en France, on fait comme ça. Au Canada, quand moi j'étais au Canada, c'était comme ça. Les gens s'en foutent, ils s'en contrebalancent. Et il a complètement raison parce que c'est pas le même contexte. Nous, on doit avancer avec notre façon d'avancer. Je donne un exemple. Moi, j'ai donné une formation dans un village où j'étais obligé de donner la formation en Djoula. Et il y a une autre dame qui traduisait encore dans une autre langue locale parce que la formation était donnée à des gens qui venaient de villages où il y avait un organisme de microcrédit où les femmes devaient rembourser. Sauf que comme elles ont toutes des téléphones maintenant et qu'elles peuvent payer avec le mobile banking avec leur téléphone, on a essayé de leur expliquer l'avantage des nouvelles technologies pour elles, pour faciliter leur remboursement, parce que souvent, elles sont obligées de marcher 12 kilomètres pour aller rembourser leur mensualité de prêt, alors qu'avec leur téléphone, elles pourraient juste envoyer l'argent avec un transfert. Donc, pour te dire que voilà. Mais c'est pas évident, mais petit à petit, on arrive à adapter certaines choses qui viennent de l'extérieur à nos réalités ici. Et c'est ça qu'il faut faire, selon moi. On a besoin de leaders, dans le bon sens du terme, des vrais leaders, des gens qui vous montrent, qui font les choses et qui démontrent que c'est la bonne façon de faire et qui amènent les gens à faire pareil. Et on en a, et il faut l'être. Je pense qu'il faut l'être un minimum, surtout quand on vient de la diaspora et qu'on a cette volonté de faire changer les choses. Parce que ça, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui rentrent, ils ne sont pas dans l'optique de faire changer les choses. Il y a des gens qui rentrent juste parce qu'ils veulent rentrer pour d'autres avantages, qui ont des facilités, qui ont des gros contrats aussi, parce que faut se le dire, hein, il y a des domaines, par exemple dans les mines, il y a des domaines où les gens rentrent pour s'enrichir aussi, hein, faut se dire les choses ouvertement. Ils rentrent pas forcément pour faire changer les choses. Moi, dans mon optique, j'ai ce côté où je veux faire changer les choses, donc c'est pas tout à fait pareil. Et je pense que quand on est dans cette optique, il faut avoir cette capacité d'amener les gens là où tu veux, sans pour autant que ça se sache en fait ou que ça se sente. Il faut que naturellement les gens voient que ce que tu fais ou ce que tu veux faire a de la plus-value. Et ça, c'est très simple. Il suffit de le démontrer en le faisant par petits bouts, par petits blocs, par petits noyaux de personnes. Eh ben, ça crée plusieurs petits noyaux et petit à petit les choses changent de cette façon. En fait, il faut déjà partir du postulat que ça ne va pas être facile et que ça va peut-être même pas marcher, mais c'est nécessaire. Donc, il faut le faire. Et il y a des gens qui veulent aussi, qui sont dans cette dynamique. Il faut aller avec ces gens-là au départ. Et petit à petit, en créant des noyaux solides comme ça, ben, les gens vont monter dans le wagon, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a fallu faire comme erreur pour te rendre compte de ça? Première erreur, je pense que c'est inconscient, mais c'est ce côté prétentieux ou donneur de leçons. Et moi, j'ai eu la chance d'aller très, très loin dans mon domaine. J'ai travaillé avec Microsoft, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois, j'ai vraiment poussé mon travail. Ou parce que depuis tout à l'heure, tu dis, je suis en IT, je suis Oui. allé pointu dans mon domaine. J'ai d'abord fait une école d'ingénieur, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en système d'information. Après ça, j'ai vraiment travaillé dans plein de sociétés. J'ai fait de la qualification, j'ai fait de la qualité logicielle. Aujourd'hui, je suis architecte logiciel spécialisé dans le web et dans le cloud. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les technologies récentes et modernes. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine Microsoft. Donc, j'ai été MVP Microsoft. C'est une reconnaissance, c'est un award que Microsoft donne à certaines personnes dans le monde par rapport à leurs travaux
pour aider la communauté. C'est trop bien ce que tu es en train de dire. Tu fais genre, c'est rien. Non, c'est rien, c'est rien. Donc, après ça, j'ai fait beaucoup de certifications pour me spécialiser dans plein de domaines. J'ai eu la chance de suivre l'évolution de certaines technologies et participer même à la conception de certaines technologies que les gens utilisent aujourd'hui, qui fait que ça m'a vraiment donné un gros bagage dans le domaine du web en général. Il faut savoir qu'aujourd'hui, presque tout se fait par le web. Même les banques fonctionnent avec le web. Voilà, c'est incontournable. Donc, et moi, je me suis spécialisé justement dans les architectures web. Voilà, donc un exemple, vous prenez une banque ou une assurance. Moi, je peux vous faire tout le système informatique d'une banque ou d'une assurance. Je peux le faire tout seul, juste pour vous donner un exemple. Voilà, parce que j'ai vraiment eu la chance de toucher à tout, de travailler. J'ai travaillé par exemple pour AXA pendant une année, qui est le plus gros assureur au monde. Voilà, donc j'ai eu cette chance de toucher vraiment à plusieurs technologies aussi, et à chaque fois les pousser vraiment à fond. Donc, ce qui fait que j'ai ce recul en fait qui est très intéressant. J'ai été formateur aussi, j'ai beaucoup formé des gens en Europe sur cette technologie-là. Donc quand je suis arrivé au Burkina, là, le premier problème que j'ai eu, c'est que voilà, les gens ils sont prétentieux dans ce domaine alors qu'ils ne connaissent rien entre guillemets. Et ça, je le dis vraiment parce que c'est mon domaine, je peux l'affirmer. Et ça, je vous dis en entretien, c'est terrible. Les gens, ils connaissent rien en informatique. Ils connaissent, ils ont juste fait 1 ou 2 petits sites internet par-ci, par-là, et ils pensent qu'ils savent faire plein de choses alors qu'ils savent rien faire. Et c'est là où vraiment j'ai ce côté-là où, parce que déjà, j'étais très exigeant quand j'étais en Occident, en Europe. Et quand j'arrive ici et que je vois que des gens ne connaissent rien, et qu'en plus, ils veulent pas écouter ce que tu leur dis, ça avait tendance à me faire sortir de mes voilà, voilà. Et donc, j'étais obligé de leur faire comprendre que, entre guillemets, ils n'étaient pas bons dans ce qu'ils faisaient, qu'il fallait qu'ils revoient leur façon de travailler et qu'il fallait qu'ils apprennent vraiment ce qui est leur métier parce que ça ne va pas. J'étais trop bon, moi, dans ce que je faisais et eux, ils étaient vraiment mauvais dans ce qu'ils faisaient. Et malheureusement, ce sont ces gens-là qui vont faire les systèmes informatiques de demain. À chaque fois, je leur donnais un exemple. J'ai donné une formation à l'université sur de la sécurité il y a 1 mois de cela. Et je leur ai demandé, est-ce que vous monteriez dans un avion qui a été programmé avec des ingénieurs en informatique burkinabé? Et là, il n'y a aucun étudiant qui dit qu'il montera dans l'avion. Je dis, bon, voilà, ça répond à tout. Mais si vous-même, vous êtes conscient que chez nous, on n'a pas cette capacité à faire un travail sérieux, professionnel, que vous ne montrez pas dans un avion qui a été conçu par des ingénieurs burkinabés, c'est qu'on a un problème. Et donc, il faut relever le niveau et il faut vraiment bosser parce qu'on n'a pas du tout le niveau dans ce domaine-là. Et de toute façon, ça se voit dans tout. Vous allez dans les administrations, les lenteurs pour sortir un papier. En fait, tout vous démontre qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait. Et donc, voilà. Donc ça a été une des difficultés. Un des problèmes que j'ai eu, c'est que l'écart de compétences dans ce domaine précis qu'il y a là où j'étais en Europe ou en Occident et ici est tellement grand que quand je suis arrivé, c'était difficile de me retenir et de pas leur faire comprendre que ça n'allait vraiment pas. Alors que bon, ils savent faire 2-3 trucs, hein, voilà. Et bien sûr, je parle pas des exceptions. Ici au Burkina, on a des gens qui sont bons en informatique, il y en a des très bons même, des spécialistes, mais ils se comptent sur le bout des doigts. Voilà, et c'est là où il y a un souci en fait. Et on en a besoin de beaucoup plus. C'est là où il faut vraiment former les gens et ça prend du temps. Moi, j'ai des stagiaires que j'ai pris, il m'a fallu plus de 2 ans pour les former pour arriver à un niveau entre guillemets acceptable. Donc voilà, ça c'était une des difficultés que moi j'ai eues. Est-ce qu'il y a des débouchés en informatique? Parce que moi, j'ai l'impression que tout ce qui est informatique, dès que ça devient pointu, c'est traité ailleurs. C'est pas fait au Burkina. C'est le cas ici et c'est normal parce qu'effectivement, en réalité, il n'y a pas tant de compétences que ça. Ou même quand il y a des compétences, elles sont pas unies.
Ce qui fait que c'est difficile. Vous avez des bons informaticiens au Burkina, mais ils sont éparpillés. Vous n'avez pas 3-4 bons tous ensemble dans une même société. D'accord? Donc ça, c'est problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui souhaite s'orienter, est-ce que tu l'encourages à s'orienter en Haïti? Et si oui, dans quel domaine? Moi, je pense que c'est un métier d'avenir parce que dans tous les domaines, on en a besoin, on en aura besoin. Une chose qui est intéressante au Burkina, c'est que tout le monde a un smartphone, même dans les villages les plus reculés. Et aujourd'hui, c'est pas comme avant, mais Internet, moi, j'ai des connexions qui sont meilleures qu'en France, par exemple. Moi, chez moi à la maison, par exemple, j'ai du 50 mégabits par seconde, là où dans certaines régions aujourd'hui en France, on a moins de 50. C'est vrai que bon, maintenant il y a la fibre optique, mais moi j'ai de la fibre optique chez moi à la maison, j'ai la fibre optique au bureau. C'était pas le cas il y a 5 ans, c'était pas le cas il y a 10 ans. Donc ça bouge. On a de très bonnes connexions. Regarde, ça fait combien de temps on discute. On n'a pas eu une seule coupure. C'est très limpide, pourtant c'est de l'autre côté de la terre. Et moi je suis au Burkina Faso. D'accord? Pour te dire que ça bouge. Deuxièmement, nous, on a un truc qui est particulier ici au Burkina ou en Afrique en général, c'est qu'on a bypassé l'étape de l'ordinateur. On est déjà à l'étape du smartphone. Tout se fait via smartphone. Les gens achètent avec leur smartphone. Les gens s'amusent avec leur smartphone. Les gens travaillent avec leur smartphone. Ce qui fait que ça va ouvrir des perspectives sur le développement d'applications mobiles et de tout ce qui est connecté en fait, tout ce qui est device connecté. Et ça, on aura forcément besoin d'outils adaptés à notre pays pour ça. En fait, il y a tout à faire encore. Il y a tout à faire adapté à notre pays. Et c'est là où l'IT devient intéressant. Tu prends au Burkina Faso, en comptabilité, qui n'est pas mon domaine. La majorité des gens utilisent Sage ou Ciel Compta, des trucs qui sont même pas adaptés à notre comptabilité. Donc, vous achetez un truc qui est hyper cher, mais qui au final, en fait, qu'on utilise à même pas 5 ou 10% de ses capacités. Et bien, en fait, il nous faudrait l'équivalent d'un Sage au Burkina, mais qui fait que ce qu'on a besoin de faire dans notre comptabilité au Burkina. Et pour ça, il faut des informaticiens, il faut des développeurs, il faut des programmeurs. Voilà là où on a besoin de monde. Il faut des analystes de données, il faut des spécialistes de données, il faut des spécialistes de cloud, il faut des spécialistes en sécurité. Il y a tellement de choses, mais essentiellement, il nous faut des développeurs, des gens qui nous fassent des programmes, qui nous conçoivent des systèmes. On a un manque cruel de designers au Burkina. Les gens vous font des choses, mais hyper moches. Les gens ne sont pas dans la qualité, dans la finesse du travail, dans tous les domaines confondus. En informatique, c'est pire. On a besoin de tous ces gens-là pour nous faire des ergonomies adaptées à nos pays, des ergonomies adaptées à notre culture, des ergonomies adaptées à nos réalités. Pas des IHM, des écrans avec 10 000 écrans, 10 000 boutons. Souvent, la dame, elle a juste besoin de saisir sa vente, saisir sa dépense, et c'est tout. Il faut des développeurs, des informaticiens pour faire ce travail. C'est primordial. On a un manque cruel d'informaticiens. Un manque cruel. Ma dernière question va concerner l'héritage. Moi, je vis dans un pays où je découvre aussi que eux, ils sont plus en avance que la France sur Oui. tout ce qui est nouvelles technologies. Nos enfants ont des turbos entre les mains. Comment on les prépare, cette nouvelle génération où ça va très très vite? Comment on fait? Alors, en fait, c'est à double tranchant. Par exemple, ce que tu me dis, moi, je suis personnellement, je suis anti-écran pour les enfants avant 7 ans. Parce que c'est souvent inévitable, mais il faut éviter au maximum. Parce qu'en fait, les enfants, en réalité, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de s'ouvrir l'esprit, de toucher les objets, de toucher du bois, de manipuler des trucs. Ça fait partie, en fait, de l'éducation de l'enfant. Les écrans sont très souvent trompeurs et pas forcément, ne développent pas les bonnes parties du cerveau qui vont permettre à l'enfant d'être intelligent plus tard. D'accord? Il y a des études qui ont prouvé ça. Hein. Est-ce que l'erreur qu'on fait, par exemple, ici au Burkina, c'est qu'on achète des tablettes qu'on donne aux enfants et on les voit manipuler, recaler des objets dans des cases et on pense qu'ils sont intelligents.
En fait, on développe des automatismes, mais on ne développe pas l'intelligence. D'accord? Vous allez voir des enfants qui savent reconnaître les chiffres facilement, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Le petit n'a même pas 3 ans, il connaît ça, il sait dire 1, 2, 3 en anglais aussi. Sauf que vous prenez un bâton, vous dites ça fait combien? Il ne saura pas vous dire que ça fait 2. Donc, en fait, on ne peut pas travailler les bonnes parties du cerveau. Et donc, c'est une question d'éducation, hein, de programme. Pour moi, il faut revoir nos programmes ici. En parlant du Burkina en particulier, vraiment les revoir à la base, complètement. Trouver un mix avec ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Et ça commence à arriver. Moi, j'ai mon premier fils que j'ai changé d'école, justement, où je l'ai mis dans une école où ils font plus d'activités dans ce sens-là, pour leur développer des capacités, des aptitudes. Donc, il y a cet aspect-là. Maintenant, concernant les technologies, il faut le faire il faut être intelligent, comme tu dis. Donc, un enfant à qui on apprend à coder, c'est intéressant parce que on lui apprend justement à réfléchir. Pour coder, il y a une logique. Et plus vous allez faire des exercices de logique à un enfant, mieux c'est. Et si l'ordinateur le permet de le faire, ben c'est tant mieux. Mais il faut être vigilant. Il faut vraiment adapter. Chaque enfant est différent aussi parce que voilà. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, même ici au Burkina, il y a des laboratoires, des labs, entre guillemets, qui font des petites sessions d'initiation à l'informatique aux enfants pour les initier un peu à l'outil informatique. Mais il faut que ça soit très pédagogique, très, très cadré. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu. Il faut que ce soit très cadré. Mais un mot de la fin, je dirais qu'il faut que la diaspora dépose une brique dans leur pays d'origine. Tu peux rester en Australie, au Canada, en France, et participer au développement de ton pays à ta manière. Ce que tu fais, par exemple, toi, en faisant ce genre de podcast, c'est une manière d'aider le pays. Quelqu'un va l'écouter et ça va lui faire un déclic. Pour moi, chacun peut apporter quelque chose, mais il faut le faire. Pour moi, c'est un devoir. C'est même pas, c'est une obligation. Ceux qui peuvent rentrer, qu'ils rentrent. Le terrain est difficile, mais le terrain est vaste et il y a tout à faire. C'est pas facile. Mais moi, j'ai envie de leur dire, c'est ça qui rend la chose intéressante. Aujourd'hui, je suis tellement dedans que je ne me rends même pas compte des difficultés, mais je suis tellement dedans que à chaque petite victoire, c'est juste un bonheur immense pour moi, en fait. Et je continue de me battre dans ce sens, mais je trouve ça tellement intéressant et tellement valorisant au final. Parce que demain, je pourrais dire à mes enfants, voici ce que moi j'ai fait. J'ai même pas besoin de leur dire. Ils le voient, ils le verront, ils le vivent avec moi. Et ça, j'aurais pas pu le faire à l'étranger. J'aurais pas pu. Parce que pour faire quelque chose, il faut aimer le faire. Et c'est très important de faire les choses comme ça avec passion et avec dévouement. Mais il faut le faire pour son pays avant tout. Le pays dans lequel on a besoin de laisser quelque chose à nos enfants, un héritage. Et ça, c'est très important. Pour ceux qui sont toujours attachés à leur pays d'origine et qui veulent voir évoluer l'Afrique, vraiment, il faut apporter sa pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre, parce qu'on en a grandement besoin. Et pour moi, le changement pour moi de l'Afrique viendra de sa diaspora essentiellement. On aura besoin d'eux pour lancer le déclic. On aura besoin d'eux pour accélérer ce changement-là. Et ce sera un changement qu'il faudra faire avec tous ensemble, en fait. La diaspora et les locaux ensemble. Les idées extérieures nouvelles adaptées aux idées déjà existantes et aux élans d'évolution et de développement. Donc voilà ce que je pense vraiment. Chacun au final, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, c'est normal. Et chacun a sa vie, chacun de se forcer à dire oui, il faut un élan nationaliste, il faut non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, j'aime l'environnement où je suis, ben je participe à son développement, à son épanouissement. On a besoin de faire partie du monde. Pour moi, l'Afrique ne fait pas encore partie du monde. C'est ça qui est dommage. Parce que on utilise l'Afrique, mais l'Afrique elle-même ne profite pas à ses enfants. Et ça, c'est dommage. Et c'est là où je dis,
c'est là où il faut qu'on fasse quelque chose parce que nous sommes des enfants de cette Afrique-là en particulier. J'espère que en écoutant ça, ça va aider quelqu'un à se décider ou au moins à éclaircir son idée du retour, que ça va l'aider à se poser les bonnes questions à défaut de lui en apporter, parce que comme tu as souvent répété, c'est que chacun a son parcours, chacun a sa réalité. On peut juste se donner des conseils finalement. C'est ça. Parfait. Merci pour ton temps. Merci vraiment. Et merci à toi, c'était très intéressant. Merci. Merci à toi aussi. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Georges. Vous trouverez dans la description de cet épisode le lien vers Faso Compute, la société dont Georges est CEO. N'hésitez pas à entrer en contact avec lui pour toute demande relevant de son domaine. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine.